Donc aujourd'hui, on va voir justement comment réussir à vaincre et surmonter les enjeux liés au temps, à l'énergie, également à la vitalité. Je vais aborder aussi un point extrêmement important parce que vous êtes nombreux aussi. J'ai remarqué que dans tous les nouveaux inscrits, surtout en 2025 de Flowtasking, beaucoup ont pris la formule business. Donc si pendant le challenge, on a parlé de façon globale et ça impacte l'entrepreneuriat, j'ai pas abordé l'aspect purement business. Donc sur ça, je vais vous donner quelques pépites et ce que je ferai pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui ont envie de continuer. Je pense qu'on va faire quelque chose peut-être la semaine prochaine, dans les jours prochains, sur l'aspect business. Comme ça, au moins, ceux qui sont vraiment entrepreneurs et qui ont envie de creuser des problématiques et des questions business, on va pouvoir l'aborder dans ce sens. Donc, pour cela, vraiment, je voulais aussi vous rappeler que là, on sort de 4 jours. Donc 4 jours de live qui ont été très riches. Vous avez été nombreux à me laisser vos retours, dire que voilà, ça a avancé, ça décante. J'ai beaucoup aimé vos retours, donc merci à vous. Je sais que aussi nous sommes pas mal dans un contexte, j'en suis conscient, où on peut se dire qu'il y a beaucoup de morosité, que parfois quand on voit l'actualité ou qu'on essaie de se projeter, c'est difficile. Voilà, c'est comme ça, mais vous savez, quand on est dans ce genre de contexte où c'est difficile, c'est là où justement on a besoin plus que jamais de son énergie, son enthousiasme, même quand on a l'impression que l'environnement y plombe, parce que c'est la plus grosse énergie. Il n'y a personne à part vous qui pouvait avoir ça au fond de vous et qui pouvait vraiment puiser cette force en vous, parce que même si être entouré et tout c'est bien, très souvent on est seul et on a besoin de ça. Donc c'est pour ça aussi que oui, j'ai envie que vous compreniez que tout ce que je partage avec vous, même dans un contexte, surtout dans un contexte comme celui-ci, c'est quelque chose qui aide à ne pas dépendre de l'extérieur et pouvoir trouver les ressources en soi. Ça, j'en ai parlé durant le challenge, donc c'est extrêmement important. Je voulais aussi remercier, il y en a qui ont rejoint le programme depuis vendredi, programme Flowtasking, 7 semaines pour créer votre écosystème d'organisation idéale. Je vais pas forcément refaire tout le récap de ce qu'on a vu durant le challenge, parce que je pense qu'en plus vous avez les replays, donc vous avez déjà pu faire tout ça, et je vous invite, si vous n'avez pas vu, à voir les replays qui sont disponibles pour une durée très limitée, parce que là on avance. Mais vraiment l'idée, c'est que je sais que si vous avez plein d'idées, vous vous sentez vidé, vous bossez tout le temps pour peu de résultats, que voilà, le contexte, comme je l'ai dit, il est un peu lourd et tout, c'est plus que jamais là qu'il va falloir pouvoir respecter vos valeurs, vous ancrer, trouver cette énergie en vous et créer cet écosystème qui ne dépend pas de l'extérieur. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que j'en parle beaucoup, c'est que 2026 ne commence pas en janvier 2026. 2026 commence maintenant. C'est le trimestre où vous semez et ce que vous allez récolter en janvier vient beaucoup de ce que vous allez faire maintenant. Donc là, vous avez le choix. Soit vous vous dites, ok, là, je finis l'année, on va dire, à l'arrache, et puis je verrai l'année prochaine. J'ai plein de gens qui m'ont dit, je vais voir en 2026, je reviens en 2026, on verra en 2026. Mais c'est les mêmes, je les ai vus en 2024, ils disaient, je verrai en 2025, et au même stade. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, ce que vous mettez maintenant, ça va déterminer l'énergie de janvier, la direction, l'élan, et aussi, c'est un processus continu. D'ailleurs, même en business, je dis souvent, soyez attentifs parce que c'est pas tout de suite quand on arrête de faire des choses ou qu'on fait des choses qu'on paye en business, c'est souvent plusieurs mois après. Par exemple, ceux qui ne prospectent pas ou ne font pas le travail qu'il faut, peut-être par exemple justement pendant l'été, ils se retrouvent en automne avec des difficultés parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est ça aussi, c'est que si on ne pose rien maintenant, 2026 sera peut-être un replay de 2025, la même charge mentale, les mêmes questions, les mêmes fatigues, les mêmes dispersions, les mêmes et on se retrouve 1 an, 2 ans, 3 ans à ne pas avancer. Et en plus, si rien ne change vraiment, vos projets aussi prennent du retard parce que je sais qu'il y a aussi cette problématique de dès que vous avez des projets, vous n'arrivez pas à les terminer et puis un nouveau projet crée une nouvelle idée, etc. Donc ça aussi, c'est un vrai souci. Donc soyez vigilants dessus parce que c'est pas pour mettre la pression quoi que ce soit, c'est juste pour dire faut pas non plus s'enliser et trop être justement dans la course, dans le mode survie, urgence immédiate. Et il faut penser que nos actions et ce qu'on fait doivent aussi construire le futur. J'ai beaucoup parlé de servir le futur vous, c'est lié à ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer. J'ai promis de répondre à vos questions et commencer, comme ça je vais rebondir entre le programme que j'ai prévu, les questions et les questions que j'ai déjà eues auxquelles je vais répondre et comme ça permettra de pouvoir échanger ensemble. Donc Cécile, je voudrais bien des astuces au questionnement type quand on a des problèmes de prise de décision.
Donc se tromper, je suis concerné par l'isolement décisionnel, donc face à moi c'est compliqué, ça me bloque, donc je suis preneuse de conseils. Ok, donc Cécile, je vais y revenir parce que j'ai un petit point justement sur la partie décision et boussole, donc très très bonne question, c'est aussi une vraie problématique, j'y reviens, j'ai bien pris note, si vous avez des questions, notez, parce que j'ai un programme que j'ai prévu et en même temps, les questions, je vais les intégrer dans le programme, comme ça même pour vous, ça évite que le truc soit trop, parte dans tous les sens, vous me connaissez, moi je suis un profil tasker de métal d'ailleurs, qui aime bien la structure, l'efficacité, donc je veux au moins que le fil conducteur, ce fameux fil conducteur dont je parle souvent, soit au moins cohérent pour vous, même si voilà, on est un peu beaucoup spontané et cette dernière partie est plus pour moi dans aussi le partage de l'instant, de vos ressentis, de vos questions et de ce que j'ai envie de partager. Je sais qu'il y a eu un gros sujet sur le burn-out qui est venu et je voulais faire un point dessus parce que je crois que c'est l'une des plus grandes problématiques auxquelles je suis confronté. J'ai même d'ailleurs, il y a 2 personnes dans le programme Flow Tasking qui sortaient de burn-out. Et ça les a aidés justement, en fait, pour elles ça a été un petit peu plus long, parce que justement quand on sort de burn-out c'est lourd, et j'ai pris conscience de ça. Il y en a une que j'ai eue en plus en visio, j'ai senti que là, elle se remettait, mais voilà, c'est pas une histoire de mettre la pression, quand on sort d'un burn-out c'est quand même lourd, on parle parfois de 2 ans, voire 3 ans pour s'en remettre, donc là l'idée c'est que, enfin j'ai vraiment fait en sorte qu'elle puisse y aller à son rythme, c'était plus long, plus tranquille, on met les choses en place, qu'on a l'énergie, le reste du temps on rééquilibre, et moi je travaille pas en opposition avec tout ce qu'il y a autour au niveau de la santé, au contraire, moi je privilégie ça, et je recommande justement de le mettre en priorité. Donc, je sais que beaucoup de personnes, et beaucoup de burn-out vient des bonnes intentions. Et en fait, ça, j'ai vraiment vu ça, ça vient parfois, beaucoup de gens qui finissent en burn-out étant en excès de bonne volonté. Bien faire leur travail, aider les autres, assurer dans ce qu'ils font, servir leur boss, servir leur famille, ne jamais dire non. C'est un excès de bonne volonté. Mais le souci, c'est que l'excès de bonne volonté, au bout d'un moment, on en fait, on s'épuise. Et puis ça, en fait, combiné au fait de pas respecter son rythme, de s'oublier, ça c'est vraiment s'oublier, il y a la quantité que le corps peut encaisser et l'esprit peut encaisser d'efforts, de lutte, de suradaptation, mais en plus, il y a tout ce truc de finir les journées, le cœur, ce que j'appelle moi le cœur vide. Ça veut dire que c'est même pas une question de to-do list cochée, d'objectifs cochés, de choses accomplies dans ce qu'on avait prévu, c'est aussi à quel point on a été nourri. Et ça, c'est un vrai drame aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, et je vois ça chez des entrepreneurs, des salariés et tout, ils se disent qu'ils sont en train de s'éteindre, mais en vrai, ils s'éteignent, pas juste parce qu'ils sont en train de trop en faire, c'est parce qu'ils ne font pas assez ce qui les nourrit. Et du coup, en fait, ils font beaucoup, mais beaucoup de choses qui les drainent. Et au bout d'un moment, c'est ça le burn-out, c'est qu'on se brûle, justement. C'est un trop, mais trop aussi. Mais c'est aussi un pas assez. Pas assez de ce qui permet justement de se régénérer, de se ressourcer. Parce qu'entre une journée où vous avez fait que gérer des imprévus, des urgences, où vous finissez lessivé, vous dites ok mais j'ai pas avancé, qu'est-ce que je fais, je construis pas, je cours après le temps, je cours après l'argent, versus une journée où vous avez fait plein de choses qui vous ont nourri, vous avez justement avancé sur des projets de cœur, vous avez créé, construit, et là où vous dites ok, là j'ai fini ma journée, je suis fatigué mais c'est de la bonne fatigue. On le connaît tous ça, la différence entre la mauvaise et la bonne fatigue. La bonne fatigue c'est l'accomplissement, c'est qu'on a fait les choses. Et c'est pour ça que je parle du cœur vide. C'est que le but n'est pas de remplir un agenda ou de faire des to-do list pour que juste se dire ah c'est cool et finalement à la fin de ma vie qui a envie de se dire à la fin de sa vie moi j'ai respecté ma to-do list et j'ai respecté mon agenda. En fin de vie, c'est pas à ça qu'on va penser. On va se dire, est-ce que j'ai justement une vie qui a du sens? Est-ce que j'ai nourri des relations, des projets, des choses qui avaient vraiment du sens? C'est ça que j'ai vraiment insisté sur le sens pendant tout ce challenge. Donc je veux que vous compreniez ça aussi, c'est que je sais qu'on a beaucoup cette perception de productivité, tout ça, et produire, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi nourrir, qu'il faut vraiment que ça vous nourrisse, et c'est aussi la philosophie flow tasking, c'est vraiment ça aussi. Quand je parle de trouver son flow, c'est qu'on fait des choses qui nous nourrissent, parce que pour entrer dans le flow, il faut un équilibre entre ce qui nous passionne et ce qu'on aime faire. Donc ça, c'est extrêmement important.
Donc, Martine, les rediffusions sont accessibles jusqu'à quand? J'ai chopé la grippe. Ah bah, je te souhaite un bon rétablissement. Là, avec le changement de, avec le changement de saison, là, c'est pas évident. Moi, là, je l'avais dit au début, moi, je l'ai chopé. Enfin, ça va. C'était pas une grosse grippe, c'était un petit rhume. Mais moi, je l'ai chopé la semaine avant le challenge. Donc, je peux vous dire que j'étais entre guillemets content d'avoir ça avant. Parce que là, mais je te souhaite un bon rétablissement. Normalement, je laisse les rediffusions pour cette semaine, mais jusqu'à peut-être la fermeture des inscriptions, donc jusqu'à jeudi, peut-être grand max, pas plus. Donc allez-y, faites au mieux, mais vraiment, en plus, vous avez aussi j'ai envoyé par message les résumés, si vous voulez, les points, donc allez-y. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'il faut que vous compreniez ça. C'est que dans toute cette philosophie, tout ce que je vous transmets, le but, c'est ça. C'est pas... Enfin, je sais que vraiment, si on fait un récap des problèmes les plus récurrents, le manque de structure, de clarté, vous avez vu, pas poser un cadre et courir partout. Ça empêche justement de se développer. La procrastination, la dispersion, le grand classique pour toutes les raisons qu'on a dites, je sais pas quoi faire, ça me saoule, je passe trop le temps sur ce que je n'aime pas faire, etc. La désorganisation des multiples rôles, vous savez, le pro, le perso, ou dans le pro, les différentes casquettes, bah voilà, je gère une entreprise, une autre entreprise, des enfants, une vie personnelle, etc. Ça peut vite devenir difficile aussi à gérer. Le fait aussi d'avoir une fatigue, on va dire, plus physiologique, le fait de ne pas arriver à suivre le rythme, de mal dormir, quand les ruminations s'installent, la difficulté à prioriser. Ça a été le gros sujet, comment je trie, j'ai plein de choses dans la tête, par quoi je commence. Ça, c'est vraiment, on va dire, les problèmes, on va dire, vraiment qui sont liés à la structure. Mais il y a également l'épuisement silencieux. Quand je suis à bout, mais que je continue. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Continuer, le trop. Également la culpabilité. Franchement, je crois que la culpabilité serait dans le top 3 des plus gros problèmes que je vois. C'est je n'avance pas assez, je vais pas assez vite. J'en ai parlé dans le jour 2, ça. Cette culpabilité, elle est parfois fondée sur une réalité liée à ce que j'ai dit avant, mais elle est aussi parfois sur une perception de on voudrait être une machine, un robot à force de te comparer aux autres. Mais il y a également la frustration de ne pas exploiter son plein potentiel. Le fait de se dire, ben là, en fait, je sens que je peux plus, mais j'arrive pas je suis trop, par exemple, désorganisé ou trop dispersé, ou j'ai pas les bons outils, et du coup, j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. De même que perdre son élan. Et ça aussi, ça crée ce truc de frustration, de perte d'estime, de confiance. On doute, et puis à un moment, on n'arrive plus à se motiver, et le jus, il est plus là. Donc ça aussi, c'est un vrai point. Donc du coup, ça, vraiment, je vous dis, c'est pour ça que ce pivot, et cette possibilité de pouvoir justement retrouver votre flow naturel, de faire les choses plus par plaisir et parce qu'elles ont du sens et sans lutte. Il y aura toujours des moments difficiles, des imprévus, des urgences, mais comme j'ai dit pendant le challenge, on reprend le contrôle, on subit plus tout ce qui se passe. Pareil, sentir de nouveau mettre du temps. C'est pouvoir choisir sans subir. Je priorise, je choisis, je décide. Je peux m'accomplir dans plusieurs projets, oui. Je peux concilier ambition et équilibre, vie pro, vie perso. Et c'est pas qu'une histoire d'avoir les deux parfaits, c'est en ce moment, il y en a un qui va être plus privilégié, et c'est ok. Et c'est ok aussi pour votre entourage. Vous posez aussi vos limites, vous mettez du cadre, vous arrêtez de dire oui à tout le monde, à vous cramer, vous sacrifier. Et puis surtout, vous êtes plus présent. Plus présent dans ce que vous faites, plus présent pour vos proches. Et ça, c'est un vrai truc parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est tellement speed, tout va tellement vite qu'on n'arrive plus à être présent. On n'arrive plus à être présent dans son travail, on n'arrive plus à être présent avec ses proches, on est toujours dans le futur, on est toujours sur les réseaux, etc. Moi, j'ai travaillé avec une cliente récemment, elle n'arrêtait pas justement de dire « mais j'en ai marre, je suis tout le temps dans le futur, j'arrive pas à me poser ». Bah oui, et être dans le futur, ça peut aussi créer de l'anxiété, la suranticipation. Et puis aussi faire confiance à votre organisation, votre système. Et quand il y a beaucoup à faire, ben vous avez assez confiance pour vous dire c'est bon, je vais gérer. Parce que le pire truc aussi, c'est de se retrouver à se dire mais je suis pas en capacité de tout faire. Je vois la montagne et je panique et j'arrive pas. Et parfois ça aussi, c'est vraiment, je vous dis, c'est tout le temps un truc de perception. Et perception et de reprendre le contrôle. Et en fait, ça demande de poser cet écosystème dont j'ai parlé, parce que c'est pas pour vous faire... Flow tasking, c'est pas vous faire apprendre plus, des nouvelles méthodes et tout. C'est vous mettre un cadre clair basé sur votre fonctionnement, un système durable, pour que vous puissiez être plus léger, plus au clair et retrouver cet équilibre. Donc ça, c'était important pour moi aussi que vous compreniez cette philosophie. C'est pas plus de volonté, routine parfaite, copier, se comparer aux autres. C'est beaucoup plus, ok, comment je suis, c'est quoi mes priorités, c'est quoi le sens et comment je construis ça. Et c'est pour ça qu'on a ces résultats-là aussi. C'est que moi, j'ai mis 15 ans à arriver à une méthode aussi
on va dire, personnalisé selon les profils, parce que j'ai envie de dire, bah oui, si beaucoup de gens me disent j'ai testé plein de méthodes d'organisation, ça marche pas, parce qu'en fait, ils se suradaptent. Donc là, j'ai créé vraiment quelque chose qui se personnalise par rapport à vous. Donc ça, c'est au moins une introduction pour que vous compreniez ces grosses problématiques. Donc, je vous souhaite justement de pouvoir justement retrouver cet équilibre. En tout cas, dans le programme, on le fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, mais je précise, je vous le remets quand même, comme ça au moins vous avez le lien, que vous avez justement des petits bonus, je vais en parler à la fin, mais vous avez, pour ceux qui rejoignent le programme, là, aujourd'hui, pour le dernier jour du challenge, vous avez des petits cadeaux, des petits bonus, des petites masterclass qui vont vous aider à aller plus loin. J'y reviens après, j'enchaîne sur les questions, mais voilà, si ça vous intéresse et que vous avez des questions, je vous remets la page. Si vous l'avez vu, vous avez des questions dessus, allez-y. Donc, Ismaël, merci pour ton travail pour les 3 jours. J'ai aimé ton programme multipotentiel. Flowtasking s'annonce pertinent vu le contexte mondial. As-tu des trucs et astuces sur la partie écosystème, des stratégies, des tactiques? Alors, Ismaël, est-ce que tu peux préciser ta question? J'ai pas bien compris. As-tu des trucs et astuces sur la partie écosystème, des stratégies et tactiques sur quoi? Ismaël, si tu peux préciser soit une problématique, soit ce que tu attends comme tactique et stratégie, parce que comme c'est un peu vaste, j'arrive pas à bien comprendre comment cadrer ta question. Lorraine, question dans un métier de projection, le stylisme, comment arriver à ne pas vivre 70% dans le futur? Alors oui, il y a les métiers où on est dans le turfu, comme on dit, dans le futur. Le mien en fait partie. Dans le digital, je travaille aussi, je travaille beaucoup avec des boîtes qui sont des boîtes dans start-up et les boîtes dans la tech. Donc forcément, le futur, il le crée. Et souvent, ils sont même, je me rappelle même quand j'étais étudiant en 2011, j'ai bossé aussi, j'avais des amis qui bossaient dans des boîtes où ils préparaient les trucs qui sont arrivés 10 ans après. Donc, en fait, dans le travailler dans le futur, c'est pas une chose. Ce que je dis, c'est pas de pas se projeter et créer le futur ou travailler dans le futur. C'est que je dis, c'est dans votre quotidien de pas constamment, tout le temps, être en train d'imaginer les tâches d'après-demain ou dans un mois. C'est de savoir aussi les planifier, de tout cadrer pour que vous puissiez vous concentrer sur l'instant présent. Mais on peut créer le futur en étant ancré dans le présent parce que il y a des moments pour créer, on va dire brainstormer, visualiser, réfléchir, conceptualiser, etc., observer. Ça, ce sont des moments pour ça. Et il y a des moments pour l'exécution. Il y a des moments pour dire, si on va là et qu'on doit faire ça, maintenant on exécute, on fait dans l'instant présent. Et c'est pour ça que, en fait, dans mon approche de l'organisation, il est extrêmement important de séparer les deux. Et dans Flowtasking, dans le programme, il y a une partie où je vous explique ça. Il y a une partie, je crois que c'est dans le module 3, quand on construit justement votre régularité, je vous enseigne comment créer les moments en plus en surfant vos cycles, rythme d'énergie. Donc c'est extrêmement important de comprendre que justement, c'est ça qui est fatigue, c'est que, surtout quand on a plusieurs casquettes, c'est que parfois on joue le rôle du créatif, l'exécutant, le communicant, l'administratif, etc. en même temps. Alors qu'il faut savoir jongler entre ces différents modes, mais pas tout le temps les faire en même temps. Donc c'est là la subtilité par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc je pense que ça pourra répondre justement à ça. Aussi, je rappelle que le chaos n'est pas un style de vie. Le stress permanent, justement la suranticipation, c'est pas un mode de vie normal. Même si notre société nous fait croire que c'est devenu un standard, moi j'estime que c'est pas normal. Parce que je suis passé par là, c'est ça qui m'a épuisé. Non, en fait, c'est un signal d'alerte. On a normalisé le fait d'être tout le temps débordé. Dans cette société, si t'as pas 10 milliards de projets en même temps, si t'es pas buzzy, en train de courir, ça te paraît bizarre. Moi, quand j'étais étudiant, que j'ai fait un stage, il y a un gars, il m'a dit, t'as pas le droit de te poser. Parce qu'en fait, si on te voit que t'es pas en train de marcher ou de faire semblant de marcher, t'es pas actif. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui font genre, dès qu'ils vont aller même aux toilettes ou qui vont dans une pièce à l'autre, dans le monde du travail, qui sont en train de marcher vite pour faire genre, ils sont dynamiques et tout. En fait, non, t'es juste en train de marcher vite et essayer de nous tromper et faire l'acteur, quoi. Donc, en fait, on est dans ce truc, on a l'image de, ouais, la hustle culture, faut vous montrer, voilà, j'ai des projets, des tout. Et les gens, même sur les réseaux, j'ai des projets, et les gens, ils voient ça. Et puis, au bout d'un moment, ils commencent à se dire, mais, et moi, là, j'ai l'impression de servir à rien parce que moi, en ce moment, je suis plutôt chill et tout.
À un moment, il faut aussi ne pas oublier que c'est pas une compétition, c'est pas une course. C'est vous avec vous-même. Si vous avez des projets, je vous souhaite que ça soit une dynamique que vous avez choisie. Pas pour faire semblant, comme certains dans le monde du travail, pas pour faire semblant pour vous-même, pour vous rassurer. Parce que être toujours en tension, dans la réaction, en train d'essayer de compenser parce qu'on n'arrive pas à s'équilibrer, c'est pas un mode de vie. C'est pas une stratégie en plus. Même en business, c'est pas une stratégie le mode survie. Devoir faire du chiffre chaque semaine parce qu'il faut payer des charges, c'est pas une stratégie viable. À un moment, il faut quand même que le business il tourne. Je vais y revenir sur l'aspect business, mais c'est extrêmement important de comprendre ça. Donc, hop. Cécile, c'est vrai, j'ai connu ça aussi en entreprise. Bah oui, c'est un vrai cliché. Surtout, c'est un truc qu'on aime bien faire en France. Faire semblant. C'est vraiment culturel. Donc, ouais, c'est un vrai sujet, ça. Mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est. Il y a le côté buzzy, mais si vous n'avez pas le temps, n'oubliez pas que aussi le but, c'est de retrouver du temps. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, j'ai pas le temps de prendre le temps de optimiser mon temps, et du coup, ils sont jamais dispo. C'est comme dire, j'ai pas le temps d'être créatif pour prendre du recul et voir les choses. J'ai pas le temps de faire levier. Ça veut dire que je vais pousser le truc comme un bourrin et m'épuiser, au lieu d'aller réfléchir, observer, prendre un levier et soulever le truc. Donc, il faut comprendre que, ouais, j'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps. Je l'ai répété ça le premier jour. Arrêtez de dire je n'ai pas le temps. Dites je ne prends pas le temps. Et même dans votre cerveau, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas dans mon contrôle. Je ne prends pas le temps, c'est dans mon contrôle. Donc souvent quand on dit j'ai pas le temps, c'est quelque part une excuse. Faut le dire, c'est une excuse. Je n'ai pas le temps, c'est une excuse. Et parce qu'en fait, même si vous êtes à quelqu'un, est-ce que tu as du temps pour moi? Vous dites bah non, j'ai pas le temps. C'est genre je détourne parce que je suis occupé sur d'autres choses, tu vois. Par contre, si je dis je ne prends pas le temps pour toi ou tu n'es pas ma priorité, là c'est la vérité. Si vous voulez passer du temps sur quelque chose, vous le trouvez, ça devient votre priorité. Quand c'est prioritaire, on trouve le temps. Mais sinon, on cherche des excuses. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont dire j'ai pas le temps, je suis occupé, je suis busy, j'ai d'autres choses. Mais le vrai truc derrière, c'est tu n'es pas ma priorité. Sauf que ce serait trop blessant de le dire. Mais par contre, pour vous-même, parfois, il faut être honnête. Donc, je pense que la façon de s'exprimer aussi, moi, même, je fais l'erreur aussi. Des fois, je dis, j'ai pas le temps, ou là, voilà, et parfois, je me recadre. Je me dis, non, non, dis-toi, ce n'est pas ma priorité. Et du coup, est-ce que c'est OK? Des fois, oui, c'est pas ma priorité, c'est assumé, c'est bon. Pas de culpabilité, c'est assumé. Quand c'est un choix, je suis au contrôle, j'ai choisi. Par contre, si je me dis, ah là, c'est pas ma priorité, et en fait, je me rends compte que c'est incohérent avec vers quoi je veux aller, là, je peux me recadrer. Donc ça, c'est une bonne façon de se recadrer aussi. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, pour ceux qui disent le programme, j'ai pas le temps, il est conçu pour vous aider non seulement à aller à votre rythme, mais aussi vous faire gagner du temps. Mais dès le début, dès que vous comprenez votre fonctionnement et que vous designez le tout, vous gagnez du temps quasi immédiatement. Donc pareil, hein, si vous vous sentez parfois un peu trop fatigué et tout, c'est le signal justement qu'il y a un problème de déséquilibre, tout ça c'est récurrent, et que vous avez trop ces hauts, ces bas, que vous n'arrivez pas à absorber. Je vous dis pas que vous serez plus jamais fatigué, je dis juste qu'il faut mieux apprendre à gérer pour arrêter de provoquer ce qui nous fatigue tout le temps, et savoir aussi mieux récupérer. Parce que la vitalité, l'énergie, la fatigue, on est humain, on tombe malade, tout ça, mais la question c'est comment on revient. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, en plus, quand on fait mal les choses et qu'on néglige sa santé, son énergie, la chose qui se passe, c'est qu'on se retrouve très souvent à le payer plus cher au niveau de la santé. Les gens, bah, par exemple, le burn-out, typiquement, bah, quand on ne prend pas en compte les signes, qu'on tire, on tire sur la corde, qu'elle finit par lâcher, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve cramé. On se retrouve épuisé. On se retrouve à passer un an à essayer de s'en remettre, une deuxième année à essayer de rééquilibrer les choses, et une troisième année à peut-être retrouver un quotidien normal. Ça coûte cher 3 ans d'une vie. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est pour ça qu'on est aussi dans un système qui use les gens, qui les détruit. Et moi, j'essaie avec ce que je fais, même maintenant que je développe Flowtasking en entreprise, d'éviter ça. J'ai même fait des podcasts avec des intervenants, des choses sur le burn-out pour la prévention, mais pour moi c'est un vrai problème. Et même chez les entrepreneurs aujourd'hui, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, ceux qui n'arrivent pas à avancer, bah ça c'est aussi, pour moi c'est un drame. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui aussi prendre en compte cet élément-là, et au moins on commence à dire que c'est vraiment reconnu comme
un vrai sujet, heureusement, j'ai envie de dire, mais aussi et surtout que le problème, c'est pas de se dire il y a plus de burn-out, c'est de comprendre la racine du problème au niveau du management, tout ça. Donc moi, si je peux former des gens, des managers et tout à ces méthodes-là, bah, je peux aussi avoir un impact dessus. Même respecter aussi les rythmes de chacun, parce qu'il y a beaucoup qui ne respectent pas, ils comprennent pas comment les gens fonctionnent. Donc du coup, ils veulent les formater à des outils, des choses dans les entreprises et ça marche pas. Donc c'est ça aussi que j'essaie de faire pour vous montrer aussi du contexte par rapport à ces enjeux qui ne sont pas que pour des indépendants entrepreneurs ou juste pour soi, mais c'est vraiment au point de vue collectif aussi. Des trucs et astuces pour créer un écosystème de qualité sur le court, moyen et long terme. Ben en fait, ça c'est Ismaël, c'est assez vaste parce que un écosystème de qualité sur le court, moyen et long terme, c'est ce que j'ai montré sur les trucs et astuces, c'est ce que j'ai montré pendant le jour 3 du challenge, et c'est ce qu'on fait dans le programme Flowtasking. Ça veut dire qu'on part d'abord la stratégie, en fait, c'est comprendre son mode de fonctionnement, ensuite, à partir du mode de fonctionnement, comprendre ses rythmes, ses priorités, son contexte, et à partir de ce contexte, on va pouvoir créer justement le rythme, et ce rythme, il est basé que ça soit sur les éléments ponctuels, ça veut dire les projets qu'on a en cours, les deadlines, tout ça, sur le récurrent, ce qui est régulier, donc qui est plus systémique, et également sur la progression et l'équilibre. Et après ça, on va pouvoir, grâce à ça, trouver les outils qui nous correspondent et en fait se mettre en rythme comme ça. Je parle aussi dans l'écosystème du deuxième cerveau pour la partie idées, formation, stockage des idées. Et en fait, on arrive à un quotidien. L'écosystème, c'est un quotidien où on a une organisation qui est vraiment alignée avec nous et qui permet d'avancer. Donc ce que je ferai par rapport à ça, c'est que je vous ferai des petits exemples. Je vais vous donner des exemples d'écosystèmes qu'on a créés avec des membres du programme. Et comme ça pourra vous donner des idées. Comme ça, vous allez pouvoir vous projeter si vous identifiez. J'ai fait exprès de prendre dans les exemples des profils très différents. Comme ça, vous allez voir que s'il y a un profil qui vous ressemble le plus, à quoi pourrait ressembler un écosystème que vous allez créer. J'y reviens. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc il y avait la question sur la prise de décision, qu'on se sent en isolement décisionnel. Donc ça, en fait, il y a un truc qui se passe. C'est que je crois que dans la prise de décision, ce qui fait vraiment la différence, au-delà de l'aspect extérieur, c'est de connaître sa boussole. Ça veut dire que quand on prend des décisions, il faut déjà avoir créé une boussole pour soi, et ensuite créer des systèmes de décision un peu plus externalisés pour la partie peut-être professionnelle. Je m'explique. Moi, j'ai une boussole de décision qui est très personnelle. C'est ma boussole. Elle est basée sur mes valeurs, elle est basée sur mon mode de fonctionnement, justement, elle est basée sur mon intuition, elle est basée sur mon expérience de décision que j'ai prise par le passé. Typiquement, cette boussole, elle m'a évité un partenariat vraiment catastrophique cet été, où il y a une personne que je sentais pas. Je disais, il y a un truc qui cloche, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Et à un moment, je me suis posé, parce qu'on pouvait faire un projet ensemble qui était super cool, qu'on aurait pu lancer en automne. J'ai vu cette personne plusieurs fois durant l'été, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, et j'ai commencé à le percevoir, le pourquoi. Donc je vais pas détailler, parce que voilà, ça reste dans ce contexte pro, et c'est pas contre la personne, c'est vraiment une histoire de compatibilité. Et il y a un moment, en fait, franchement, je vous dis, je me donnais toutes les bonnes raisons, que ça soit le bon partenariat, mais au fond de moi, j'ai dit... non, je le sens pas. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah, ça a pas raté. Finalement, ça n'a pas donné suite. Mais j'ai, hélas, une autre personne que je connais qui a fait une collaboration avec cette personne. Et ça s'est pas très bien passé. Pour les raisons que j'avais déjà prédit. Donc voilà, j'ai pas envie de donner les détails parce que voilà, ça tient. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est très récent. C'est celui qui me vient tout de suite en tête. Et ça, c'est pas isolé. Et en fait, ce genre de truc-là, comment je l'ai su, c'est parce que par le passé, j'ai fait la même erreur. Et mon intuition m'avait pas trompé. Mais voilà, en fait, faut créer sa boussole, même dans les choix de vie. Faut se mettre aussi des limites, se dire, ma boussole, elle me dit, je sais quand je continue, je sais quand j'arrête. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas un système de décision, enfin un système dans le sens, il n'y a pas un filtre qui soit idéal d'un point de vue universel. On peut juste avoir peut-être des frameworks, des choses, mais il faut toujours partir dans ces décisions de soi, de mes ressources, de ma fameuse boussole, parce que la boussole c'est bien, mais il y a des moments de vie où peut-être que t'as pas les ressources,
Par exemple, dire oui ou dire non à un moment où je suis déjà débordé, on parle du temps, je vais pas le faire parce que je sais que je pourrais pas être à fond. Ça peut être un après. Donc vous avez vu, ça c'est la boussole, elle doit prendre des critères, elle doit prendre aussi des modèles et elle permet en fait, quand on a une décision, de se poser avec cette boussole, de prendre du recul et de pouvoir prendre cette décision. Donc moi c'est le meilleur conseil que je donne par rapport au questionnement de si on pour les décisions. Pareil, si on a peur de mal faire, de se tromper, donc c'est celle qui avait posé la question, moi j'ai envie de dire, il y a aussi les conséquences. Parce qu'il y a aussi dans les décisions, il faut savoir, moi j'aime bien, ça c'est un tip que je vous donne, que je donne souvent, c'est vraiment du mindset pour le coup, c'est est-ce que je prends une décision basée sur la peur ou sur la réelle envie et ce qui me nourrit. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui me nourrit, et donc je vais toujours, quand je prends une décision, me dire, ok, est-ce que c'est la peur qui parle? Si c'est la peur de quoi? Ok. Et c'est quoi les conséquences si ça arrive? Et là, je vais étudier et je vais faire mes différents champs des possibles. Mais très, très, très important de ne pas vous bloquer par rapport, justement, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués uniquement par rapport aux peurs, mais sans aller comprendre ce qu'il y a derrière les peurs. Donc moi, le meilleur conseil que je voudrais pour prendre les bonnes décisions, c'est de créer votre système de décision. Parce que quand vous l'avez, quand c'est clair, en fait, vous arrivez à être beaucoup plus lucide et du coup, bah, ça rend la vie, je dirais pas plus facile, mais plus simple dans, il n'y a pas de regret. Parce qu'on a décidé, qu'on comprend son système, sa façon de fonctionner, et du coup, même si c'est pas, encore une fois, il y a des fois on prendra des mauvaises décisions, mais à l'instant T, il n'y aura pas de regret parce qu'on va se dire, j'ai pris la décision qui était, il me semble, meilleure pour moi en fonction de mon système de décision, de mes valeurs, de mon intuition, et du coup, bah, je ne pourrais pas deviner la suite. Mais par contre, j'ai pas de regret. Contrairement au regret où vous avez pris une décision en écoutant quelqu'un alors que vous le sentiez pas, ou que vous aviez peur, ou je sais pas quoi, ou peur de manquer un truc, et là, il y a que des regrets. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pour ça qu'il faut aussi se demander souvent dans les décisions quel regret on sème. Et parfois, on peut regretter de ne pas avoir pris de décision. Donc, voici ce que je répondrai aux décisions. Le programme vous aide. Il y a surtout dans une masterclass sur justement les décisions et surtout comment faire ça. Et puis en plus, vous avez, si vraiment, vraiment c'est un truc où vous voulez des frameworks et avoir votre boussole et tout pour aller plus loin, même si je l'aborde, vous avez dans le programme l'option Decision Flow, qui est un autre programme, un petit programme que j'ai créé, avec un workbook dans lequel vous avez tout un processus de prise de décision, de la priorisation au tri à des frameworks que moi j'utilise et que j'ai développé, et vous pouvez l'utiliser, et en plus vous avez même le GPT Decision Flow, donc qui est différent de ce qu'il y a dans le programme Photasking, hein. C'est vraiment à part, mais c'est complémentaire, et en fait dedans vous avez les frameworks qui sont dedans et qui peuvent vous aider à créer votre boussole si vraiment c'est un truc que vous voulez creuser, parce que ça demande de faire vraiment une introspection avant, mais une fois que le truc il est calé pour vous, en fait dans votre vie, vous pouvez l'utiliser et la boussole elle s'affine, elle s'améliore, elle évolue selon les contextes, les projets et votre expérience de vie. Donc voilà pour ce que je voulais dire par rapport aux décisions. Du coup, la difficulté aussi c'est de se mettre dans une tâche mais de ne pas du tout avoir le bon timing, même en mettant beaucoup plus de temps. On n'aura toujours pas fini. Comment gérer le timing des tâches? Alors ça, comment anticiper le temps que vous allez passer sur des tâches? Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Ça, c'est d'apprendre à justement mieux planifier, mais c'est tout bête, mais en fait, ça, c'est un sujet aussi que j'aborde, que je vois souvent dans les accompagnements. C'est se dire, ben là, j'ai mal évalué les tâches. Mais le problème des gens, c'est que vraiment, c'est pas grave de mal évaluer les tâches. Par contre, ça devient problématique de le faire tout le temps. C'est qu'au bout d'un moment, quand c'est les mêmes tâches et qu'à chaque fois c'est sous-évalué, il y a un problème. Donc je pense qu'il faut aussi apprendre à mieux documenter les choses et aussi à mieux anticiper aussi les imprévus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on me paye parfois pour travailler la stratégie, même en temps ou prise de décision et stratégie en temps difficile, parce que j'ai une tendance à imaginer le pire. Donc forcément, je dis pas que je vis en imaginant tout le temps le pire, je parle dans le travail, je suis très bon pour imaginer tous les scénarios, dont les pires. Et quand je prépare même des événements, quand je prépare des choses, je vais toujours avoir des plans B, des backups, mais je suis ouvert à l'imprévu et la loi de Murphy. Hein. Mais en fait, je me prépare. Je suis préparé à ce qu'il se passe des choses, même imprévues. Mais c'est ça qui permet en fait justement d'anticiper. Et donc du coup,
ça permet aussi de parfois se dire, bon, bah, si le pire qui pourrait arriver, c'est ça, et du coup, j'anticipe, et on crée comme ça. Donc, je crois que moi, je planifie aussi en me disant, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps que ce que j'imagine, et du coup, bah, ça en prend moins, tant mieux. Donc, c'est apprendre à doser. Franchement, ça, j'ai envie de te dire, c'est l'un des gros sujets du programme, et la façon de tout le processus du programme va t'aider à beaucoup mieux planifier les choses et plus avoir ce truc récurrent. Parce qu'en fait, ça vient de plein de problèmes de fond. Ça vient du type de tâche, du domaine, de la façon de planifier, de la façon de s'organiser, du profil de personnalité. Donc tout ça, ça entre en jeu et c'est pas toujours pour les mêmes raisons que les gens n'arrivent pas à évaluer la durée des tâches, de mon expérience. Donc c'est ça que je vous le dis comme ça. Il y a aussi la partie charge mentale. Pensez à tout. Vous savez, la charge mentale, c'est un prix qu'on paye quand on ne choisit pas. Parce qu'en fait, tous les je verrai plus tard, ou je le ferai après, ou j'ouvre un tiroir, je vais pas au bout, je le referme pas, j'ouvre un autre et j'ouvre un autre. C'est les projets, et je prends tout. En fait, tout ça, ça crée une dette. C'est comme la dette de sommeil. C'est vous accumulez, et puis un jour, ça sature. Et en fait, tout est ouvert en même temps. Et en fait, on porte tout, on doit réfléchir à tout. Et on pense qu'on doit tout porter seul. Et du coup, on s'épuise, ça devient le désordre, le chaos. Et il y a tellement de tiroirs qui sont ouverts dans la tête que finalement, bah, on se sature. Et la charge mentale vient souvent de ça. C'est qu'on pense à tout. Et donc, pour lutter contre la charge mentale, il faut pas. Souvent, les gens ils se disent pour muscler ma charge mentale, enfin pour muscler mon mental et encaisser la charge mentale, comme en musculation, je vais avoir plus de charge mentale, je vais plus retenir les choses, je vais tout garder en tête, etc. Comme ça va me muscler mon mental et ce sera mieux. En fait, ça marche pas comme ça. Le cerveau est un muscle, certes, mais la charge mentale, c'est pas comme la charge qu'on va soulever physiquement qui va nous muscler. La charge mentale, c'est que votre cerveau, au bout d'un moment, il sature. Donc, je différencie travailler sa mémoire, les calculs mentaux, le travail cognitif, tout ça, de s'imposer des trucs tout le temps dans la tête qui empêchent de réfléchir clairement. C'est deux choses différentes. Donc, plutôt que d'essayer de se plomber l'esprit et de vouloir muscler en se disant bah, moi je veux penser à tout et tout. Non, il faut avoir un environnement qui soutient. Il faut avoir ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Il faut avoir un système de prise de notes. Il faut avoir un système de stockage d'informations, un système de rappel, un système d'agenda. Parce que l'organisation, l'écosystème, c'est ça aussi. Le grand drame, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui passent leur vie et leur temps à se dire bah demain je sais que j'ai tel rendez-vous et tout, ils vont même pas aller noter, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe, ils oublient. Mais en fait c'est ok d'avoir des rappels, un agenda, d'avoir des notes, des choses qui analysent. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme ça qu'on devient organisé. Moi il y a des choses j'ai pas envie d'y réfléchir, même l'administratif, j'ai mis des rappels, j'ai mis des choses qui sont bloquées, j'ai pas envie d'y penser. Parce qu'en fait je préfère utiliser cette ressource mentale pour des choses plus intéressantes et des choses qui me font avancer, plutôt que juste de me rappeler que je dois envoyer un courrier. Donc je pense que ça aussi, c'est un réflexe qu'on veut avoir, mais je crois que pour moi, en fait, je l'ai tellement répété, je l'ai tellement fait optimiser pour décharger, parce que j'ai déjà une charge mentale naturelle de penser à 10 000 idées et 10 000 trucs, donc j'ai pas encore la place pour ça, j'ai plus la place pour ça. Donc à force de l'avoir optimisé, je pensais que c'était normal, et je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent pas juste à sortir les choses de leur tête, et c'est aussi simple. Vous savez, quand on a fait le premier jour le fait de poser vos boulets et de les brûler. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez dit que ça vous allégeait. Bah, c'est symbolique. Parce qu'en fait, vous avez fait aussi sortir des choses de la tête. C'est pas juste le fait d'avoir brûlé qui est symbolique et travailler l'inconscient. Le fait aussi de les avoir écrits, les avoir vus, les avoir sortis de la tête, ça fait du bien. Quand vous avez le deuxième jour écrit vos engagements, vous avez aussi sorti de la tête. Ça vous a engagé. Quand le troisième jour, vous l'avez fait, je peux vous dire que le fait d'avoir écrit l'engagement, ça a amplifié les chances que vous le fassiez pour rester cohérent. Parce que l'esprit humain n'aime pas l'incohérence. On n'aime pas, hein, aucun d'entre nous n'aime dire j'ai posé un objectif publiquement et je ne l'ai pas tenu. Donc, si je vous donne ces choses-là, c'est pas pour rien. Hein. Vous avez vu que il y a un gros travail aussi d'habitude. On parlait du cerveau, justement, de comment on l'habitue à faire les choses. Donc oui, s'habituer à sortir les choses de la tête, à prendre des notes, s'habituer à poser les objectifs sur papier, à planifier, etc. Ça fait partie du process. Donc, je pense que si ça, vous le comprenez, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à avoir les idées plus claires. Donc, Cécile, le stockage des idées, c'est de mettre des choses sur un disque externe, pas forcément.
Non, c'est pas forcément un disque externe. Et en fait, le deuxième cerveau, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être un système de prise de notes numérique, ça peut être des carnets de notes, ça peut être un disque externe, mais bon, ça on le pomme facilement. Non, en fait, externaliser, c'est un deuxième cerveau, c'est peu importe le modèle, vous avez quelque chose dans lequel vous videz votre cerveau, mais c'est trié et c'est adapté à vous. Ça veut dire que il y a des membres de Flowtasking, ils ont plein de carnets parce qu'ils aiment écrire. Il y en a, et c'est Julie qui est geek. On a bossé il y a pas longtemps parce qu'en plus elle avait pris le VIP. Elle a carrément créé un truc connecté avec prise de notes sur l'IA qui va ensuite dans Obsidian avec un système parce elle programme des apps, donc elle adore ça. Mais ça, je vais pas donner ça à quelqu'un qui déteste l'informatique et qui préfère le papier. Donc c'est ça que je vous dis, que je veux pas vous dire comment créer un truc avec un truc ultra compliqué d'IA ou d'outils technologiques. Ceux qui aiment ça, ils vont le faire avec, mais en fait l'idée c'est la stratégie. Et ceux qui préfèrent le papier, ben en fait on peut avoir un deuxième cerveau avec du papier. Sauf que c'est mieux optimisé. C'est pas vous avez 10 000 post-it et carnets qui volent partout et c'est le bordel. Ça c'est le plus grand drame. Donc dans tous les cas, l'idée, c'est pas, encore une fois, beaucoup focalisent sur la technique, sur l'outil, et pas assez sur le concept. Et ensuite, en fonction de votre personnalité, on choisit le bon outil. C'est moins sexy de vous dire que vous allez copier-coller mon truc IA et que ça va faire un deuxième cerveau, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des trucs comme ça et me disent, en fait, je l'ai jamais mis en place, jamais utilisé, ça me correspond pas. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est juste la base. Quand on veut un outil, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc la partie du deuxième cerveau est plus basée sur ça. Aussi, il y avait pas mal de questions sur les atypiques, et notamment beaucoup qui se disent... déjà, il y avait un point sur le fait de... J'ai l'impression d'être en retard dans la vie, j'ai l'impression d'être trop lent, j'ai l'impression de pas être à mon rythme, pas à mon potentiel, etc. En fait, souvent, ça vient de la comparaison aux autres, et de se dire qu'il y aurait un bon rythme, ou alors le fait de pas être assez bien connaître son rythme pour s'adapter à son vrai rythme. Donc ça peut être les deux. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur rythme, mais qui se comparent aux autres et qui voudraient en avoir un autre. Il y en a qui sont pas dans leur rythme tout court. Donc je pense que dans les deux cas, il est important, vous, de comprendre aussi votre rythme. Donc par rapport à ça, personne n'est en retard. De toute façon, on va dire, je suis en retard dans la vie par rapport à d'autres, mais vous savez pas c'est quand la ligne d'arrivée. Donc c'est pas une course parce qu'on ne sait pas, il y en a peut-être qui sont vous vous dites dans votre tête qu'ils sont en avance et puis ça se trouve dans 2 ans ils sont plus là et puis vous vivez beaucoup plus tard. Enfin, il n'y a pas de règle. Donc la seule règle c'est comme j'ai dit, je parlais de la fierté, de se connaître et d'être, ça joue aussi sur la confiance en soi. C'est que quand on maîtrise mieux son rythme, quand on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, on est plus en confiance, et quand on est en confiance, on est moins à se comparer aux autres. On est moins à vouloir s'imposer un rythme qui n'est pas le nôtre, ou même on n'est plus à subir aussi les urgences extérieures des autres. Parce que ça, c'est un vrai problème, hein. Quand les autres vous imposent aussi leur désorganisation, ça, c'est le chaos. C'est quand vous travaillez avec des gens dont les urgences deviennent les vôtres, qui vous sollicitent et tout. Donc ça, il faut apprendre à être assertif, il faut apprendre à poser des limites, il faut apprendre à dire non. En fait, le chaos, en plus, je vous dis une chose, quand on vous sollicite autant et que vous n'arrivez pas à dire non, le chaos ne vient ni des autres ni du système. Le chaos, c'est pas l'équipe qui est désorganisée, c'est pas le marché qui est instable, c'est pas ce client qui vous sollicite trop et qui est respectueux. C'est pas les gens qui ne suivent pas ou qui vous sollicitent trop. Non, ce chaos, c'est que vous n'avez pas posé des limites. Vous n'avez pas posé un écosystème qui met du cadre. Vous n'avez pas posé justement ce cadre, cette structure qui vous protège de ça. Parce qu'en fait, on ne contrôle pas l'extérieur. On ne va pas le changer. On n'a pas de pouvoir dessus. Par contre, on peut mettre des limites. Pour éviter que les imprévus deviennent des crises, que les sollicitations deviennent des agacements pour nous, que c'est pas le moment devienne de je suis obligé de le faire alors que j'ai prévu autre chose, c'est qu'en fait, quand on n'est pas aussi au clair sur ses propres limites, son propre fameux écosystème, ben on ne peut pas dire non parce qu'on n'est pas au clair. Donc forcément, ça en fait partie. C'est ça que je vous dis que tout est connecté, hein. Même la capacité à avoir confiance et valoriser son temps, ça vient de là. Quand on est au clair sur soi, son temps, ses priorités, quand on est au clair, on communique aussi pour que ça soit clair pour les autres. Et s'ils ne le respectent pas, tant pis. Mais au moins, on ne subit plus. Et cet aspect assertivité, je l'ai eu beaucoup.
et je l'ai beaucoup chez les entrepreneurs. Surtout ceux qui sont très sollicités par des prospects qui abusent, qui veulent tout gratuitement, qui n'arrivent pas à poser des limites, ou alors ils les sollicitent tout le temps, ou des clients qui abusent beaucoup. Et en fait, ça, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, ça demande de travailler ce point-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a, en plus de tout ça, l'aspect confiance, il se développe. L'aspect estime aussi, respect de soi, mais aussi respect de son temps. Quand vous respectez votre temps, votre vie, elle change. Parce que quand vous reconnaissez la valeur du temps, vous savez qu'est-ce qui mérite ou pas votre temps et votre énergie. Ça, c'est le vrai, on parlait de décision tout à l'heure, la meilleure capacité à prendre des décisions, c'est de savoir qu'est-ce qui mérite ou pas mon temps et mon énergie dans ma vie. Ça, c'est la plus grande décision de vie, j'ai envie de dire. Parce que c'est ce qu'on va plus occuper dans notre quotidien. Donc, je vais revoir ce qu'il y avait. Donc, pour les décisions aussi de papier administratif, la conséquence, si je le jette, ben, de toute façon, faut... de toute façon, j'avais dit que pour l'administratif, le plus simple, s'il faut jeter les papiers, c'est de les scanner. Hein. Il y a un moment, il n'y a pas à se prendre la tête. Je sais pas si le document sera important ou pas après. Bah, je le scanne, je le stocke dans un dossier, je trie mes dossiers par catégorie, et puis je sais que si un jour j'ai besoin, je vais le retrouver. Donc ça, c'est le plus simple. Donc, ouais. Donc, merci pour le challenge. Donc Delphine, question, ça fait des mois que je passais à Notion ou utiliser une tablette pour arrêter de perdre mes notes, mais ça traîne, ça bloque plus. Ok. Donc côté peut-être pas assez d'énergie pour dépasser les stacks. Plein de projets qui avancent pas. Idem sur l'ordi, cinquantaine d'anglais. Donc en fait justement l'idée c'est que ça va dépendre de ton profil. Savoir qu'est-ce qui est mieux pour tes notes et tout. Pour arrêter de perdre tes notes, dans le programme, je donne les outils selon les profils. Ça veut dire que selon ton profil de personnalité, je vais recommander des outils, et ensuite, selon les discussions qu'on pourra avoir dans le programme, je vais te dire celui-là est peut-être mieux que l'autre. Parce qu'en fait, Notion correspond à des profils, mais pas du tout à d'autres. Donc c'est pour ça que je pense qu'encore une fois, on en revient exactement au même sujet, c'est que vous voulez trop trouver le bon outil, mais ce qui vous manque comme étape, c'est qui je suis, comment je fonctionne, et c'est quoi l'outil qui va me correspondre. Et on a référencé les outils et on les met à jour, selon vos profils. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vous fait gagner du temps pour arrêter de tester 10 milliards d'outils qui vous ne correspondent pas, et puis de vous dire, c'est pas, enfin, le problème, c'est pas l'outil, c'est est-ce que l'usage est compatible. Donc ça, c'est un vrai classique. Il y a la question aussi perfectionnisme. Je crois que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui est finalement lié à des peurs. C'est que très souvent, on pense qu'on est perfectionniste parce qu'on veut absolument bien faire, mais pour moi, ça, c'est pas du perfectionnisme, c'est plutôt de l'excellence. Vouloir bien faire, vouloir optimiser les choses, vouloir donner le meilleur, c'est la culture de l'excellence. Le perfectionnisme, c'est jamais fini. Il faut que ça soit parfait, sauf que parfait n'arrive jamais. Alors moi, j'aime pas cette notion de dire de toute façon on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être parfait, faut le faire, etc. Mieux vaut fait que parfait. Mais en fait, si on a une culture de l'excellence, on a envie de bien faire les choses. Mais je crois que c'est une question plutôt de standard. Et de mettre une fin, de mettre un standard d'excellence. Se dire, ok, c'est quoi mon standard, c'est quoi ma limite, et je vais le poser. Mais très souvent, le perfectionnisme, il vient des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement, peur de mal faire. Donc il faut plus aller creuser au niveau des peurs, que plutôt que de se dire je suis perfectionniste, c'est comme ça. Parce qu'en fait, il y a des bonnes choses à apprendre si c'est vraiment une culture de l'excellence. Par contre, il faut juste se libérer quand même de certaines peurs et de s'habituer. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui étaient perfectionnistes notamment pour sortir des offres, pour aller vendre. Ils disaient c'est jamais bon, etc. Je leur dis mais écoute, c'est quoi qui importe le plus important ? Ça, c'est suffisant. Ils font leur première expérience et puis ils voient que leurs clients sont contents. Ils voient ce qu'ils ont amélioré et ça avance. En fait, vaut mieux faire les choses avec le meilleur que vous avez, avoir des retours et ensuite vous laisser un temps d'amélioration. Parce que je crois que le perfectionnisme, c'est ça aussi. Même si on va vers de l'excellence, c'est qu'on se laisse une amélioration. Alors que le perfectionnisme, c'est qu'on se met déjà une barre super haute. On ne se laisse pas le temps de faire les actions, les étapes, les faits, c'est-à-dire récolter des infos pour arriver
à ce niveau d'excellence. Donc, c'est aussi une mentalité et c'est un travail de fond sur ses peurs et sur ça qui va le casser. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fait, il y a aussi, comme je l'ai dit, c'est que si on parle aussi par exemple de l'aspect vouloir être beaucoup plus libre de son temps, tout le monde veut la liberté, mais peu veulent la structure qui la rend possible. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on pense qu'être libre, c'est faire tout ce qu'on veut quand on veut. Dans une certaine mesure, on pourrait dire oui, mais c'est aussi que la liberté sans structure, c'est du chaos. C'est qu'on fait trop ce qu'on veut dans tous les sens et que c'est pas coordonné. C'est qu'en fait, la structure, pour moi, c'est ça, en fait, c'est un équilibre. En fait, si je devais résumer, la liberté sans structure, c'est le chaos, et la structure sans liberté, c'est une prison. Ce qui veut dire qu'il faut la liberté, certes, dans une structure qui soit flexible. L'écosystème, c'est ça, c'est cet équilibre. C'est que la structure, elle me permet de pouvoir avancer, progresser, protéger ce qui compte, et la liberté me permet de naviguer dedans. Si demain je veux me prendre une pause ou que je suis moins bien, c'est pas grave. Parce que justement, je me suis optimisé comme ça. Et c'est vraiment l'idée. Quand on comprend aussi son fonctionnement et ses rythmes, ça devient beaucoup plus facile. Donc ça que l'écosystème, c'est pas un outil en plus, hein, c'est vraiment, c'est pas une routine militaire, c'est un système qui est vivant, qui est adapté à vous, qui est simplifié, qui respecte vos cycles, vos projets, votre fonctionnement et qui vous nourrit. Donc justement, si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples très rapides et après je vais vous faire un petit point business et puis on va parler de cette dernière étape du challenge pour rester dans le format des temps qu'on a pour chacun de ces jours et c'est pour ce dernier jour. Donc pour vous donner quelques exemples, qu'est-ce que je pourrais prendre par rapport à justement certains membres et à quoi peuvent ressembler l'écosystème. Alors il y avait Marion qui, elle, avait une activité, mais en fait, le vrai enjeu là, dans le business, c'est qu'elle voulait justement arrêter de vendre son temps, parce qu'elle est freelance, elle fait du travail avec pas mal de... plutôt des indépendants, et du coup, elle faisait de la prestation, et à chaque fois, elle remplissait son agenda. Donc l'écosystème, c'est que, grand classique, j'essaie de comprendre, on a compris son profil, on a mis en place son organisation idéale dans la semaine et tout, considérer que son agenda devait être optimisé sur le fait que sa tendance était plutôt à rajouter et remplir l'agenda plutôt que le garder libre. Donc ça a été de rééquilibrer les temps pour le perso, etc. Donc la grosse partie de l'écosystème, dans ce cas-là, ça a été beaucoup sur le quotidien et le rythme, l'agenda. Et à partir de ça, créer et commencer à développer des offres et une structure business qui ne dépendent plus d'elle. Donc surtout sur la partie scalabilité, donc... on a créé justement un produit en ligne. Elle a dû déléguer et trouver les bonnes personnes. Donc là, c'est vraiment plus sur du business qu'on a travaillé. Mais vraiment, la partie écosystème personnel, c'était vraiment son agenda. C'est vraiment le gros focus, le gros cœur. Le reste, ça allait plutôt, mais c'était vraiment ça. Et puis après, c'était vraiment sur la partie business de pouvoir se structurer pour qu'elle puisse avoir les bonnes personnes au bon endroit. Donc structurer autant sur l'acquisition, la prospection, que sur comment délivrer aux clients, comment mieux travailler avec ses freelances avec qui elle bosse, avec ses équipes. Et puis aussi, elle-même, commencer à développer un produit en ligne pour que ça puisse tourner sans qu'elle ait tout le temps à faire des missions parce qu'elle arrivait à une limite au niveau de l'agenda, des demandes versus ça. Et en plus, parfois, elle prenait des gros contrats sur le long terme où ça l'emprisonnait et ça bloquait un peu l'agenda, donc ça a été le vrai enjeu. J'ai également... Il y a un point que j'ai pas trop abordé, mais je voulais l'aborder, c'est le cas particulier TDAH. Et le TDAH, en fait, donc le trouble de l'hyperactivité, enfin attention à l'hyperactivité, c'est un vrai sujet. Et pour le coup, c'est un trouble. Et ça, en fait, j'ai pas mal de personnes qui l'ont. Pas tous. Et c'est pas le truc, je sais qu'il y a une mode, à un moment, tout le monde est TDAH ou on autodiagnostique. Non. En fait, quand j'ai un soupçon sur quelqu'un et que lui ne le sait pas, je l'invite à aller faire le test, à aller voir un spécialiste pour le confirmer. Et c'est arrivé dans le programme, et en accompagnement, c'était Jérémy, qui avait justement, en fait, il ne le savait pas encore, mais il y avait un doute. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai vu qu'il n'arrivait vraiment pas, enfin, sur la concentration, sur l'approche, on va dire, plus régulière, sur la discipline, il n'arrivait pas. Donc je lui ai dit de faire le test, d'aller voir un spécialiste, et après, genre 2 semaines après, il me l'a confirmé. Et du coup, là, il faut adapter. C'est qu'en fait, quand c'est comme ça, c'est comme ça.
Je vais pas dire à un TDAH, tu vas être ultra discipliné, focus, concentré. C'est ok, on va déjà arrêter toutes tes stimulations là. Donc, après avoir compris le profil derrière le TDAH et savoir aussi justement ce qui devait être son rythme par rapport à ses activités, là on a fait une différence, c'est quand on a justement arrêté les sursollicitations et le trop. En fait, le plus gros problème, pour chaque cas, je pourrais pas vous dire tous les détails parce que sinon ce serait trop long, mais je vous dis juste le truc qui a fait la différence, si ça peut vous donner justement une idée des points. Donc là, en fait, c'était qu'il était toujours en mode urgence réactif, urgence réactif. J'en ai parlé pendant le challenge. Et en fait, on a arrêté tous les stimuli au maximum, recentrer sa communication avec ses équipes sur un outil. Et en fait, rien que ça a arrêté déjà qu'il avait du mal à rester concentré, à quand il essaie de se concentrer, d'avoir tout le temps des trucs qui pop là. Notifications, messages, etc. Ça a franchement changé les journées. Et ensuite, ça a été de s'habituer à restructurer son agenda, comme pour avant, pour qu'il puisse avoir des temps de concentration beaucoup plus longs. Et de restructurer les activités par catégorie selon les rythmes qu'il avait, parce que surtout avec ça, on va dire que c'est le problème du TDAH, c'est que les problématiques justement que je vois souvent, là, elles sont multipliées par 5. Ça veut dire que la distraction, l'interruption, la difficulté à se concentrer, la difficulté à être régulier, c'est multiplié. Et puis, et après, il y a différentes manifestations de ça, mais ça demande on peut pas mettre quelqu'un comme ça, on peut pas lui mettre une structure rigide. Par contre, on peut protéger le plus important, et c'est ce qu'on a fait. On a identifié ce qui était vraiment essentiel dans son activité pour qu'il puisse bosser sur les temps comme ça et arrêter d'être overstimulé là. Ting, 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 ting. Ça, c'est un vrai enjeu. Il y a aussi Patricia qui a justement aussi l'aspect un peu hypersensibilité dans le programme. Et en fait, elle disait aussi, elle a tendance beaucoup à dire oui un petit peu à tout le monde, à se laisser un petit peu avoir du mal à mettre des limites. Donc ça a aidé. Et puis, comme on l'avait déjà travaillé avant qu'elle commence le programme, parfois quand elle m'envoyait des trucs, c'était, je dirais pas le bordel, mais ces fichiers, ces documents, à l'époque de Game Entrepreneur, c'était ultra dense. Et maintenant qu'elle a fait le programme, elle m'envoie des mind maps, elle m'envoie des trucs ultra structurés. Et du coup, ça l'a aidé plus elle. C'est vraiment l'aspect structure. Structurer un peu sa pensée, ses idées, sa planification, ses journées. Après, voilà, il y a eu aussi des enjeux extérieurs et aussi personnels qui ont fait que elle pouvait pas tout le temps prévoir d'être au top tous les jours. Donc ça aussi, on a adapté pour qu'elle puisse justement mieux gérer les imprévus comme ça. Donc quand il y a les hauts, les surfer, faire ce qu'il y avait à faire. Donc encore une fois, c'est une priorisation des choses. Et quand vous savez vos priorités et que vous avez des cycles d'énergie comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est de savoir que quand vous êtes dans vos tops, vous pouvez faire les choses les plus importantes et les choses très spécifiques qui vous font avancer. Comme ça, quand vous serez dans le down, vous pourrez soit vous reposer, soit faire des choses qui coûtent moins. Mais sans risquer de rater ce qui est vraiment essentiel pendant vos flops. Parce qu'il y a des gens comme ça, en fait, qui ont des très hauts, des très bas. Et du coup, ça, faut le prendre en compte. Surtout quand je sais qu'il y en a qui c'est par exemple des enjeux de santé ou autre. C'est arrivé certains clients qui m'ont dit de façon transparente, voilà, j'ai tel type de soucis de santé qui fait que d'un jour à l'autre, je peux rien faire. Donc ça aussi, ça permet en fait de pas culpabiliser ou pas se mettre une pression, mais de se dire si on le sait. Et c'est comme en fait, dès qu'il y a un obstacle, ma philosophie c'est ok, si c'est comme ça et que c'est entre guillemets une contrainte, on va adapter et faire en sorte que ça te fasse le moins souffrir, que ça te ralentisse le moins possible. C'est vraiment l'idée. C'est que, ok, si c'est vraiment comme ça, on va faire en sorte que ça soit plus un boulet. On va faire en sorte que tu puisses l'intégrer dans ton organisation. Et ça aide. Parce que parfois, on se dit, mais je dois changer qui je suis ou il faut que je sois différent. Non, s'il y a vraiment un truc, il y a des choses qu'il faut changer, mais s'il y a vraiment un truc, c'est comme ça et tu peux rien y faire, c'est comment on s'adapte. Et ça, je pense que ça manque aussi dans le monde de la productivité. S'adapter au profil des personnes. Donc, il y avait aussi Alice qui m'a justement dit que elle, c'était vraiment côté artiste, qui est vraiment on parlait des onglets. Les onglets ouverts dans sa tête, mais aussi dans son bureau, parce qu'elle avait dit qu'au début, son bureau, c'était un peu le bordel. Et là, ça l'a beaucoup aidé à déjà ranger
là, le gros truc de l'écosystème, c'était aussi son environnement de travail, son espace de travail qu'elle a révolutionné. Donc, prise de notes, papier, certes, mais mieux trié. Retrouver un espace de travail qui soit mieux adapté à sa clarté. Et puis après, c'était une question de rythme parce qu'il y avait les enchaînements entre l'euphorie, la méga motivation et les downs. Et du coup, on a pu retrouver cet équilibre. Donc ça, c'était vraiment... je peux vous donner des exemples comme ça, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, si vous voulez voir sur la page d'inscription, il y a quelques témoignages et quelques avant-après retours des vrais enjeux. Mais généralement, ce qui se passe, je vous dis, la majorité des cas... identifier le profil et à partir du profil définir tout ce qui va être organisation, outils, mode de planification, c'est ce qui fait la différence. Et c'est vraiment dans l'idée que là, je vous donne vraiment dans la partie profil et dans la partie juste après outils, ça fait un grand ménage sur qu'est-ce qui marche pas pour vous et qu'est-ce qui marche pour vous. Et avec ça, on construit l'organisation, la planification, les routines et votre semaine idéale, comme on l'a vu, vos semaines types, et on prend en compte vos enjeux. Et là, on va pouvoir mettre en place aussi la partie prise de notes, deuxième cerveau, etc., pour libérer la charge mentale et derrière reprendre du rythme. Et dans la partie business, pour les entrepreneurs, là, on arrive sur la structure, sur comment structurer votre activité, comment vous libérer, vous sortir de l'opérationnel, de pas tout faire. Donc les choses à faire pour déjà optimiser, ensuite sortir. Et j'explique dans la partie business aussi comment vous créez des sources de revenus passifs pour ne plus vendre votre temps. Et comment créer un écosystème business, donc là on travaille sur le business, qui va vous libérer du business. Et c'est là aussi qu'il y a une vraie différence qui se fait, c'est qu'on passe de entrepreneur bricoleur qui fait un petit peu tout à la va-vite à un entrepreneur qui est plus structuré, qui est plus libre et qui avance. Et ça laisse de la place pour des nouveaux projets, ça laisse de la place pour vous, pour votre justement votre équilibre personnel. Donc vraiment, je vous dis là, c'est l'idée derrière, c'est que plus vous arrivez à comprendre justement c'est que ce modèle-là est là pour vous libérer et non pas pour en rajouter, plus vous arrivez justement à sortir de cet automatisme de charge des outils, je fais plus, je fonce, à je prends du recul et je structure les choses pour que ça aille mieux pour moi. Donc est-ce qu'il y a justement d'autres questions par rapport à ça Ismaël, tu as parlé de Pomodoro et de concentration dans le jour 2. Quelle méthode est durée pour entrer dans l'état de flow et le rester? En fait, le flow, ça va toujours arriver quand vous êtes déjà sur des tâches qui ont du sens pour vous, quand vous êtes pleinement concentré et que vous êtes dans un état de concentration qui dure. Et là, on rentre dans l'état de flow. Donc il faut cet équilibre entre une tâche dans laquelle il y a un équilibre entre vos compétences et le challenge de la tâche, plus le sens, plus le bon timing, plus le niveau de concentration, qui va vous faire rentrer dans ce flow. Et donc le flow, en fait, c'est un état. Et cet état, il se provoque grâce à ces éléments-là. Donc plus vous allez réussir à avoir cette organisation qui respecte... Là, le flow va surtout se faire grâce au rythme. Et c'est vraiment la partie qui est indispensable. C'est que dans le programme, il y a une partie où je vous explique comment identifier et structurer votre organisation autour de vos rythmes et de vos cycles. Et quand vous avez ces rythmes et ces cycles qui sont différents pour chacun, même s'il y a des patterns qui existent, mais vous allez comprendre le vôtre, là, en fait, vous savez aussi à quel moment, dans quelles conditions, vous allez plus facilement rentrer dans l'état de flow. Parce que les conditions pour être en état de flow ne sont pas les mêmes pour nous tous, selon les cycles, mais ça, c'est un amplificateur, et quand vous le comprenez, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Avant de finir et faire le dernier exercice du challenge, justement, en fait, ça va se faire avec ça, que je vais vous montrer. Hop. Et en fait, je voulais aussi vous lire un truc. Mais justement, je voulais faire un petit point entrepreneuriat business. Et je sais que j'espère que vous n'êtes pas très 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 nombreux à avoir eu des demandes sur la partie business. Donc ce que je ferai, qui sera peut-être mieux aussi, c'est que vous allez pouvoir justement, si vous le souhaitez, dans les prochains jours, je vous enverrai une invitation pour faire vraiment un sujet spécifique business. Comme ça,
on va le faire ensemble, on va y aller à fond pour ceux qui veulent vraiment travailler le business. Je vais quand même faire un point parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup qui s'inscrivent dans la formule business de Flowtasking et qu'en fait le vrai enjeu qu'ils ont, c'est justement le côté sortir de l'opérationnel et se libérer du temps. Et surtout, ce qu'on appelle scaler. Passer à d'autres échelles, ne plus vendre le temps ou en tout cas optimiser assez pour gagner plus en travaillant moins. C'est aussi simple que ça. Travailler moins, gagner plus. Pas forcément pour ne rien faire, mais aussi pour développer de nouveaux projets. Mais aussi parfois juste pour prendre du temps pour ça. En fait, il y a 3 façons de gagner plus en business. Vendre plus d'heures de travail. Vendre votre temps de travail plus cher. Donc vendre autant d'heures mais plus cher. Ou ne plus vendre ces heures. Pour vendre à l'infini. En fait, c'est les 3 façons de gagner plus en travaillant éventuellement, pas moins, parce que vendre plus d'heures, vous travaillez plus, mais c'est les différents niveaux. On travaille plus, on travaille autant, mais on est mieux payé, et on travaille différemment pour scaler et avoir quelque chose qui soit vraiment dissocié. Et moi, j'ai découvert ça dans mon parcours. Au début, j'ai commencé, je vendais mon temps très très mal. Et à un moment, je me suis dit, il me faut plus de clients en consulting quand je débutais. Donc, je cherchais plus de clients, je bossais plus. Et je gagnais plus, mais j'avais mon agenda qui était un blindé. À un moment, je me suis dit, c'est très temps d'augmenter mes tarifs. Donc, j'ai pu travailler moins et gagner plus. Mais je pouvais rien faire d'autre. Et il y a un moment, j'ai dit, écoute, j'ai développé une audience, je vois qu'on peut vendre on peut vendre vraiment différemment son temps, et je me suis dit je vais créer des programmes en ligne, j'ai de la demande, et hop, j'ai réussi à sortir de l'opérationnel et pouvoir commencer à me libérer vraiment du temps, parce qu'en fait aussi j'en avais marre de répéter les mêmes choses, j'en avais marre surtout sur l'aspect productivité. À l'époque, je répétais tout le temps les mêmes choses aux personnes que j'accompagnais, même en marketing avec les entreprises, j'en avais marre de me répéter. Donc je dis, bon, au lieu de faire des conseils et la formation en direct, je vais scaler les choses. Donc en fait, j'ai fait les deux. J'ai vendu mon temps plus cher parce qu'en plus j'ai gagné en expérience, et j'ai commencé à développer les programmes en ligne, et du coup ça a permis d'avoir les 2 leviers. Et donc en fait, c'est ce qui évite de se retrouver dans le schéma où on a toujours l'impression de tout le temps être là, devoir être là pour gérer le business. On s'épuise, on se lasse, on en a marre de faire ce qu'on fait. Beaucoup en ont marre parce qu'en fait ils font les mêmes choses, et ils font des choses qui sont pas dans leur zone de génie, et ils se lassent. Et pareil, le fait d'avoir tout le temps 10 milliards de décisions à prendre, de s'épuiser, de se dire mais où sont mes efforts, je fais beaucoup d'efforts dans mon business, je n'avance pas, c'est quoi que je devrais faire plus. Et en fait ça fait une sorte de décroissance lente. Et vraiment en business, généralement quand vous commencez à stagner ou décroître lentement, c'est un très 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 mauvais signe, surtout en termes de rentabilité. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir non seulement de mieux comprendre le business et le structurer, mais surtout de pouvoir avoir éventuellement les deux. L'actif, par exemple, moi, l'actif, c'est les consultings, le mentorat, les conférences, la formation en présentiel auprès de l'entreprise. Et le passif, c'est tout ce qui va être les programmes en ligne, éventuellement l'affiliation, si je recommande des produits, les choses comme ça. Et puis, la pub, mais c'est assez... aujourd'hui, la pub, c'est dérisoire, comparé à avant. Mais c'est vraiment l'idée. C'est que le passif, c'est que ça tourne même quand je sois là. Mais c'est vrai que le passif n'est pas... Il y a une partie passive, mais il y a aussi une partie qui demande de faire des choses pour activer le passif. Mais au moins, on passe plus de temps sur ce qu'on aime et moins à répéter et faire des choses qui sont saoulantes. Et puis surtout, ça, on peut y arriver que si on utilise 3 leviers en business. Système. Donc, pareil que pour le perso, mais enfin, comme parler d'écosystème, mais en fait, en business, c'est une sorte de système. Qu'est-ce qui permet d'attirer, fidéliser, convertir les clients, les fidéliser? Qu'est-ce qui permet de pouvoir se développer? Qu'est-ce qui permet de pouvoir gérer l'administratif? Le business, c'est des process, c'est des systèmes. C'est pas aussi fun qu'on voudrait le dire, pour justement se concentrer sur le fun. Il faut systémiser tout le truc pas fun pour pouvoir se concentrer sur le fun. Un exemple typique, c'est systémiser par exemple l'envoi de certains mails, systémiser comment délivrer les produits, systémiser le support client. Et là, on peut soit automatiser, soit faire appel à des humains. Mais dans l'idée, c'est qu'on crée ces process qui tournent. Et quand les process y tournent, c'est là qu'on arrive à mieux gérer. Et du coup, un écosystème business, il y a une partie marketing, gestion, support client, automatisation comme outil qu'on va intégrer. Il y a une partie humaine avec l'équipe qu'on embauche pour gérer ça. Et puis du coup, nous, on peut se concentrer sur vraiment la zone de génie. Donc, la stratégie, la vision, assurer des revenus réguliers, pérenniser, diversifier, etc., avoir de nouveaux projets. Ça permet ça.
Et ça que la partie business de Flowtasking, les modules business, vous font sortir du bricolage. Donc arrêtez de passer votre vie sur les choses répétitives et opérationnelles qui sont relous pour pouvoir automatiser, déléguer et recruter, avoir les systèmes qui tournent et donc créer justement un système où vous travaillez moins, gagnez plus avec l'effet levier. Et là, en fait, les choses deviennent beaucoup plus, on va dire, agréables. Et ça permet non seulement, soit le pire qui puisse arriver, c'est que vous gagnez beaucoup plus de temps parce que c'est mieux structuré. Et puis le meilleur, c'est qu'au bout d'un moment, le truc il tourne tout seul. C'est ce que je vous souhaite. Et en fait, on peut tourner tout seul, mais en fait, vous passez du temps sur ce que vous aimez vraiment. Donc là, c'est vraiment, vraiment l'enjeu. Cécile, c'est quoi pour toi un cycle? Un cycle, c'est une variation d'énergie dans le temps. Aussi simple que ça, c'est les cycles d'énergie. Alors Delphine, je voudrais vendre une formation bien-être sophro channeling dans le format business. Il y a aussi les infos pour créer une formation. Cette formation est déjà en accès. Alors, si vous voulez créer une formation en ligne et créer un programme en ligne, c'est dans la formule business et c'est inclus. Dans la formule business, vous avez comment faire ce que j'appelle moi créer votre muse et je vous explique comment créer une formation en ligne. Ça peut être une formation ou un autre format, mais oui, dans la formule business, Delphine, vous avez tout. Et j'explique non seulement toute la partie création, stratégie, filtre, la bonne idée, etc. Mais vous avez aussi comment créer l'écosystème autour pour que ça tourne et que ça se développe. Donc ça, oui, c'est dedans si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais prévu. On est dans le timing, c'est parfait. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, s'il vous reste d'autres questions, bon, allez-y rapidement, mais là, j'ai quand même fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vous envoyez un message, on y répond avec plaisir. Également, donc comme je l'ai dit, là, vous avez le programme qui est ouvert pour quelques jours, mais pour ceux qui sont présents au live, vous allez pouvoir avoir les petites masterclass bonus dont j'ai parlé qui vont vous être débloqués. La formule Flow, c'est vraiment les 7 semaines pour vous organiser. Donc vous avez sur la page, c'est décrit tout ça. Allez lire la page aussi. Hein. Parfois j'ai des questions sur les choses qui sont noir sur blanc sur la page. Donc prenez un petit moment, posez-vous et regardez la page. Donc ça, vous avez les 7 semaines où vous êtes justement dans le processus pour pouvoir créer votre écosystème et pouvoir avancer. Donc chaque partie, c'est des vidéos très précises, courtes. Vous avez le workbook, vous avez aussi l'accompagnement qui est intégré. Donc l'accompagnement, c'est que sur la plateforme, si vous avez des questions, vous envoyez les trucs, on est rédactif. C'est moi aussi qui réponds aux messages pour vous aider à mettre chaque étape. Je sais que là, on me sollicite le plus souvent, c'est sur le choix des outils, donc j'y réponds avec plaisir. Et puis, la partie business, vous avez tout ce que j'ai dit sur la partie structure, automatisation et comment pouvoir passer à un autre niveau. Vous avez également les masterclass qui sont offertes, donc comme je l'ai dit. Donc la masterclass sur la vitalité, donc comment protéger votre énergie et la booster. Vous avez aussi une sur comment gagner du temps avec l'IA. Vous avez une sur bye bye la phobie administrative. C'est l'une des préférées. C'est le système anti-migraine avec la paperasse, comment gérer la paperasse. Comment gérer aussi les imprévus et sortir de l'urgence, c'est inclus en masterclass, donc ça a été beaucoup demandé ça aussi. Et puis vous avez aussi, n'oubliez pas, l'IA, le GPT entraîné à la méthode Flowtasking, votre assistant qui est là 24 heures sur 24. Alors même si je vous laisse pas seul avec un robot, on est là pour vous accompagner, et moi aussi je réponds dans le programme, vous avez quand même cet assistant qu'on a créé, qui est la grosse nouveauté de cette édition. Ceux qui étaient inscrits avant, vous y aurez accès, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, dans ce modèle, en fait, vous avez une IA qui peut vous assister dans tous les choix de planification, de tri, de décision, etc. Et elle est entraînée sur la méthode. Ça veut dire que elle sait comment fonctionne Flowtasking, elle sait comment comprendre votre profil et comment l'adapter à votre profil. Et la différence avec si vous utilisez l'IA de façon basique, c'est que vous aurez des conseils basiques et généraux et les mêmes que tout le monde, alors que là, vous aurez les conseils basés sur les profils Flowtasking. Donc, c'est un gros plus, et ceux qui commencent à jouer avec me disent que c'est génial. Et du coup, vous avez toutes les infos. Et s'il y en a parmi vous qui souhaitent en discuter, qui souhaitent avoir des infos complémentaires, ou même de vive voix, alors ce que vous pouvez faire, c'est qu'après, il faudra faire vite. Mais je vous recommande, s'il y en a qui veulent, vous pouvez prendre un rendez-vous pour discuter. Sur la page, vous avez aussi une partie...
où c'est marqué, alors là je vais le mettre sur le chat, mais vous avez une partie où c'est marqué prendre rendez-vous aussi sur la page. S'il y en a qui veulent avoir un échange de vive voix par rapport au programme parce qu'ils ont vraiment des questions très spécifiques. Parfois un message et tout, on vous répond, ce sera peut-être plus efficace, mais s'il y en a vraiment qui ont besoin de sentir le truc et avoir un petit moment, ce que je comprends pour un investissement comme celui-ci, bah, vous pouvez prendre rendez-vous pour en discuter de vive voix et avoir les infos par rapport à ça. Alors Delphine, après les 7 semaines, on a encore accès à la plateforme. Alors non, au bout de 7 semaines, je vous éjecte. Non, je rigole. Bien sûr, vous gardez l'accès. En plus, je l'ai dit que ceux qui sont déjà membres, j'ai déjà dit que ceux qui sont membres, ils auront les mises à jour, notamment avec l'IA, tout ça. Donc oui, vous gardez vos accès. En plus, vous allez à votre rythme. Alors le programme, il est débloqué au fur et à mesure, sinon ça devient indigeste. Mais encore une fois, ça reste très spécifique. On est sur l'organisation. Je vous ai pas fait un truc avec des longues vidéos et tout. C'est droit au but, c'est workbook, c'est on construit l'écosystème step by step. Mais l'accès, il est illimité. C'est-à-dire qu'une fois que tout est débloqué, c'est débloqué. Et il y en a qui reviennent dessus, qui continuent. Il y en a aussi qui ont fait un moment, qui ont fait une pause pendant l'été, qui ont repris, il n'y a pas de souci. Vous allez à votre rythme. Par contre, il y a une chose, par contre, ça c'est sûr et certain, c'est que le tarif du programme, il va augmenter en 2026. Là, vous avez encore la réduction 2025. Parce que j'ai décidé que sur cette année, qui est encore un peu tendue, je sais que c'est pas... voilà, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est la dernière de l'année, dernière session. Je vais laisser ouvert pour une durée limite, pour quelques jours là. Mais je me suis dit, bon... on va quand même on va laisser avec le tarif 2025, mais en 2026, on va l'augmenter. Donc, non seulement là, vous avez aussi les avantages de pouvoir l'avoir à l'accès à ce prix-là, et en plus, vous avez, alors pour ceux qui vont le prendre ce soir, vous avez les bonus qu'on vous débloque, notamment la masterclass anti-dispersion et priorisation. On a parlé justement des décisions et tout, et c'est un modèle que j'ai créé qui est unique, que vous allez avoir pour vous aider encore mieux à prioriser, trier, etc. Donc ça, on vous l'offre. Et vous allez aussi avoir une petite surprise parce que justement, ceux qui vont le prendre là, vous allez avoir une invitation un petit peu spéciale. Je vous laisse une surprise pour justement la fin de l'année. Mais ça, je vais pas en dire plus parce que j'aime bien quand même laisser... c'est le petit cadeau de Noël. Mais en tout cas, vous allez kiffer. Mais Cécile, est-ce qu'après les 7 semaines, si on a des questions, c'est toujours possible d'en poser? Ben non, une fois que vous avez fini, moi je disparais et je vous parle plus. Non, mais encore une fois, bien sûr, il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est... Bien entendu, quand vous êtes dans le programme, vous êtes prioritaire. Après... je prendrai en priorité, enfin de toute façon c'est la dernière session, donc au bout de cette semaine il n'y en aura pas d'autres en fin d'année, donc il n'y aura pas une histoire de priorité sur le programme, mais il y a quand même une chose, c'est que bien entendu je continue à répondre. Il y a des membres du programme qui parfois là ils me posent parfois des petites questions, même plusieurs mois après, ben, j'y réponds bien sûr, parce que parfois aussi il y en a qui reviennent pour retravailler sur des nouveaux trucs, tout sur la partie business, parce qu'ils vont créer une nouvelle offre, donc ils réutilisent le framework, donc ils me posent 2-3 questions, donc il n'y a pas de souci. Moi je reste disponible, il y a des clients parfois qui me contactent sur des trucs qu'ils ont fait il y a 2 ans, moi ça serait quand même assez, je trouve... ce serait pas cool de jamais répondre aux gens. Voilà. Après, encore une fois, on reste dans le cadre du programme. Je vous réponds sur les choses du programme. Je vais pas faire du conseil gratuit sur d'autres sujets ou des trucs qui vont beaucoup plus loin. Mais sur le programme, il n'y a aucun souci. Moi, je suis là pour vous répondre. Donc, vous avez justement ces petits cadeaux que je vous laisse pour récompenser. Voilà, ceux qui se sont inscrits vendredi, bah, ils ont eu leur petit bonus. Et vous avez les petits bonus là pour dimanche. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez ces petits bonus, allez-y. Mais quoi qu'il arrive, les inscriptions seront ouvertes pour une durée limitée. Je voulais vous montrer un petit truc parce qu'on a aussi un challenge à finir, nous. Et pour ce challenge, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était justement cette fameuse enveloppe que j'ai montrée juste avant. Puisqu'on est un peu sur ça et que, voilà, j'ai, par rapport aux surprises et tout, moi, j'ai justement cette lettre que je voulais vous montrer. J'ai pas envie qu'on voit son adresse dessus. Donc voilà, là on voit pas l'adresse. Voilà, c'est cette lettre-là que j'ai d'une cliente qui a justement fait le programme et qui m'avait envoyé une petite lettre. Et c'était assez chou. C'était un... Pas si on voit bien. Merci. Je crois que c'est un peu inversé. Mais donc justement, c'est Alice dont j'ai parlé. Donc, il m'avait fait un petit dessin parce que justement, j'ai parlé de côté artiste. Et en fait, elle m'avait envoyé cette petite lettre et
Justement, je vais vous la lire très rapidement, je vais pas tout lire, mais je tenais à t'écrire pour te remercier de tout ce que tu m'apportes depuis plusieurs années, et encore maintenant. Je te connais uniquement à travers le contenu que tu délivres et quelques échanges privilégiés que j'ai pu avoir avec toi. Sache que ton partage d'expérience, ta sincérité m'ont donné de l'espoir dans ma vision du travail, dans un état d'esprit à cultiver. On n'a pas toujours les retours sur ce qu'on apporte aux autres, même si cela fait partie de qui on est. Alors je tenais vraiment à te remercier pour ça. Il m'a fallu du temps pour accepter mon identité profonde, avec ses parts d'ombre et de lumière, et je pense que je n'y serais pas arrivé seul. En voulant travailler sur mon business et le comprendre, les codes que j'ai appris bien plus. Donc voilà, c'était un petit... je voulais vous le partager. Voilà, je trouvais ça chou. Et en fait, je l'ai retrouvé, cette lettre, parce que en fait, j'ai pris une autre lettre qui va être votre exercice, votre dernier exercice du challenge. Et donc, du coup, en retrouvant cette lettre, parce que l'exercice, il est ultra puissant, et même moi, je l'ai fait, et je vous invite à le faire. En fait, cet exercice, pour ça, vous avez besoin d'une feuille blanche, ou une feuille, peu importe, et d'une enveloppe que vous allez sceller. Et du coup, et d'ailleurs, oui, en fait, je sais que j'ai eu un petit retour aussi. Il y a Claudine qui m'a dit sur le challenge là, qui m'avait dit est-ce que tu réalises, Johan, que tu transformes littéralement l'identité des gens? Et du coup, j'ai trouvé ça marrant de retrouver la petite lettre d'Alice qui disait justement la transformation d'identité, prendre conscience de qui elle est. Et ça me touche. Mais merci vraiment pour vos retours. Et puis ça met du sens aussi à ce que je fais. Et elle a dit, hein, parfois, on a l'impression qu'on n'a pas d'impact. Mais moi, en fait, avec le temps, vu que je fais ça, vraiment, je fais ça depuis très longtemps maintenant. Hein. J'ai commencé en 2011, sur le web surtout. Parce qu'avant, comme je travaillais directement avec des boîtes, je voyais les retours directs. Mais sur Internet, parfois, on n'a pas tout de suite les retours. Mais donc maintenant, je sais voilà, que je peux avoir cet impact-là, mais ça fait toujours plaisir de les avoir. Mais c'est pour vous dire que la philosophie derrière, et quand je vois ces retours, je me dis que j'ai réussi parce que moi, en fait, c'est le... Je veux pas changer les gens, pardon. Je veux pas changer les gens, je veux pas les transformer et les amener à qui ils sont pas. Je veux les connecter à qui ils sont. Et ça, parfois même, il y a des fois où c'est dur. C'est dur parce qu'il y a des fois où il peut y avoir des résistances, il peut y avoir des peurs. Mais je sais que quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça va prendre, quand il y a une transformation, elle est puissante parce que c'est votre identité réelle, mais mieux. Mieux avec un écosystème, mieux dans le business et tout. Et moi, c'est ça que je veux. C'est avoir cet impact, qu'il y ait une transformation qui soit profonde. Je veux pas juste vous donner des trucs et vous dire copie-colle ma méthode et comme ça tu vas être un statut, un métier, etc. Parce qu'en fait, le souci, c'est que au bout d'un moment, ça retombe et ça marche pas. Alors que si vous arrivez à être vous au max, avec ce que je vous donne, c'est amplifié. Et c'est vraiment cette philosophie-là que je travaille. Forcément, c'est un peu moins sexy que des gens qui voudraient qu'on leur donne tout sur un plateau, mais je sais qu'après les résultats ils sont bien meilleurs et moi c'est ce que je veux parce que moi je suis comme ça. Moi quand je fais confiance à des gens, je préfère des gens qui respectent qui je suis, qui m'aident à être le meilleur moi et non pas des gens qui vont me dire deviens comme moi, tu vois, quoi, devenir comme eux en gros. Donc dernier exercice, vous allez prendre votre feuille et sur cette feuille vous allez écrire, donc vous pourrez le faire quand je vais finir, comme ça vous pourrez le poster sur le groupe. Sur cette feuille, vous allez écrire une lettre à vous-même pour le 31 décembre 2025. Vous allez vous écrire une petite lettre. Et dans cette lettre, vous allez écrire de quoi vous êtes fier. La meilleure façon de commencer la lettre, c'est d'écrire donc votre nom. Tu peux être fier de toi, car, et vous continuez. Par exemple, Cécile, tu peux être fier de toi, car, voilà. Et en fait, vous allez dire de quoi vous êtes fier de ce que vous avez accompli durant cette année 2025. Et vous allez écrire au futur vous. Donc le futur vous doit être fier de ce qui s'est passé là. L'année ou les 3 mois qui arrivent. Donc par exemple, j'ai dit Lorraine, sois fier de toi, car, voilà. Ou alors Delphine, sois fier de toi, car. Ismaël, sois fier de toi, car. Vous écrivez la lettre au futur vous. Johan, sois fier de toi, car. Et vous voyez ce qui sort. Si vous n'êtes pas inspiré, ça vient pas, vous faites une petite pause, vous revenez. Prenez le temps, faites ça, écrivez cette lettre au futur vous. S'il y a beaucoup, il y a beaucoup. S'il y a aussi un petit mot, c'est juste ce qu'il faut. Tu peux être fier, car.
fier de toi car. Vous l'écrivez, vous la mettez dans l'enveloppe et vous scellez l'enveloppe. Et vous allez écrire dessus à lire le 31/12/2025. 31/2025. Vous pouvez mettre aussi votre nom pour moi-même, donc votre prénom, à lire le 31/12/2025. Et ce que vous allez faire, vous l'avez compris, c'est que le 31, vous allez pouvoir le relire. Faites ça. Et ce que vous allez faire, c'est que sur le groupe, vous allez partager votre lettre. La lettre qui est scellée avec le à lire. Et vous allez poster la photo de la lettre sur le groupe. Pas ce qu'il y a dedans, juste... ce qu'il y a dedans, ça va vraiment rester par contre pour vous. Et vous allez voir, il y a un truc magique qui va se passer. Mais vous savez quoi, j'ai envie qu'on en parle justement. On en parlera en fin d'année, mais également en début d'année. Comme j'ai dit, hein, le challenge, c'était une petite accélération, un petit travail là pour cette dernière ligne droite. Mais bien entendu, ce n'est que le début, on continue ensemble. Donc en plus, les challenges, c'est très rare que j'en fasse. Hein. Généralement, c'est une fois par an, là, parfois 2 fois, grand max. Donc j'espère que ça a pu vous apporter beaucoup. Prenez ce qu'il y a à prendre. Et puis, comme je l'ai dit, là, l'idée du challenge, c'est de vous mettre en mouvement, de prendre ce qu'il y a à prendre, de faire le dernier exercice, ne lâchez pas, faites-le, partagez votre lettre, et cette lettre, en fait, au futur vous, va permettre de pouvoir justement continuer sur une belle lancée. Aussi, il y a une chose qui est puissante avec l'exercice, c'est qu'en fait, il y a des grandes chances que ce que vous pourrez écrire dessus puisse se réaliser ou pas. Mais surtout, basez plus, c'est un conseil que je vous donne, basez plus sur des fiertés que vous contrôlez. Des choses que vous contrôlez. Ça veut dire, ne dites pas tu as gagné tant d'argent, sois fier parce que tu as gagné tant. Non, dis sois fier parce que tu as fait tout ce que le meilleur de ton possible, tu as fait ça, parce que ça, vous pouvez le faire. Mettez vraiment des choses que vous contrôlez, que vous pouvez faire et être. Avoir, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit conseil, après, à libre à vous, mais parce que parfois, on peut, je sais que quand on met trop des objectifs de résultats, j'en ai parlé au début, hein, de faire attention aux résultats versus le process, on a tendance parfois, quand on va lire, à pas être bien et se dire j'ai échoué, etc. Mettez plutôt sois fier du process, sois fier parce que tu as été telle façon, sois fier parce que tu as fait telle chose. Donc là, au moins, vous êtes au contrôle. Plus vous êtes au contrôle dans votre fierté, plus votre vie devient fluide. Ça va être mon dernier message du challenge. En tout cas, moi, je vous remercie. J'espère que tout ça vous a apporté beaucoup de valeur. J'espère aussi vous retrouver dans le programme. Donc, s'il y a des dernières questions par rapport au programme et tout, envoyez un message, on y répondra avec plaisir. Profitez aussi de vos bonus. Et comme je l'ai dit, c'est la dernière session 2025. Donc après, on va fermer les inscriptions. Et une fois que c'est fermé, on verra quand on réouvre en 2026. On ne sait pas encore les dates. Et on va surtout augmenter les tarifs. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Vous avez toutes les infos sur la page. Vraiment, il y a tout qui est écrit. Prenez le temps, lisez. Et puis, au plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Merci à ceux qui sont déjà rentrés. Ça se fait au fur et à mesure. C'est vrai que d'habitude, annoncer ça un vendredi, c'est un peu spécial. Généralement, je fais pas en week-end directement comme ça. Mais là, je me suis dit, allez, why not? Et du coup, là, depuis vendredi, on a certains qui rentrent dans le programme. Donc, j'espère que vous pourrez également en faire partie. Et puis, quoi qu'il arrive, on se retrouve sur la plateforme. Partagez votre enveloppe. Je serais très curieux de voir vos photos. Et puis, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un magnifique succès. Pour la partie entrepreneur business, on fera peut-être quelque chose d'ici la semaine prochaine, on verra. Et puis, je vous ai prévu un beau et gros programme pour le mois d'octobre. Pour la suite, on a commencé fort et on continue. Alors, moi, je vous souhaite énormément de succès. Prenez soin de vous, restez dans le flow. Et puis, pour ceux que je vais retrouver dans le programme, on se retrouve dedans. Et puis, pour les autres, on continue sur les différents réseaux. Et d'ici là, continuez de semer. Allez, plein de succès à vous. Je vous souhaite une magnifique soirée, une belle semaine et puis une bonne fin d'année. Et quoi qu'il arrive, on reste en contact. Ciao, ciao.